Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine. Écoutez, aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire sur la crypto-monnaie, notamment sur le Bitcoin en premier lieu bien évidemment. Vous avez des choses intéressantes à dire sur les analyses, certains experts, mais également sur, que je vais vous présenter, mais également sur les chiffres macroéconomiques, certains indicateurs techniques encore, bref. Je vais vous présenter tout ça et mon avis sur la suite qui est toujours positif bien évidemment sur le Bitcoin, vous savez. Et je vous dis toujours pourquoi et comment. Et puis après, j'aborderai bien évidemment, comme d'habitude, les projets crypto comme VeChain, comme notamment Ondo Finance, Plume, Chainlink, XRP, tout ce qui est en lien avec le RWA. Vous l'avez compris, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un narratif qui est très poussif, c'est le RWA, c'est-à-dire la tokenisation d'actifs. Ça, c'est évident maintenant, même les institutionnels là, sont en train vraiment de pousser en avant ce narratif parce qu'il est beaucoup trop utile. Donc on est en train d'arriver vers vraiment cette révolution-là, et donc en fin de vidéo, moi je prends également des articles plus généraux sur la crypto, en lien quand même de près ou de loin, c'est-à-dire indirect ou direct, sur le narratif RWA, plus évidemment après là, j'ai trouvé encore quelques articles, j'ai eu un peu de temps, parce que j'avoue que c'est toujours du temps de faire ce genre de recherche et de vous présenter derrière, donc c'est vrai que là, depuis quelques temps, j'avais complètement arrêté l'actualité économique, mais là je me dis allez, je trouvais quelques articles assez marrants, entre guillemets, bien évidemment, il vaut mieux en rire qu'en pleurer en ce moment sur l'actualité économique, surtout française, qui est catastrophique. Mais bon, on en parlera un petit peu. Et évidemment, le cours de l'or, le cours de l'argent, voilà. Donc là aussi, maintenant, c'est vrai que je vous ai toujours dit, le cours de l'or, ça fait 3 ans que je vous le dis, le cours de l'or, l'argent, les valeurs refuges. Mais en ce moment, c'est vraiment l'argent là qui n'a pas encore tiré son épingle du jeu. Et là, je vais vous dire comment, pourquoi, parce qu'il y a des nouvelles très intéressantes, même sur une potentielle pénurie d'argent. Donc ça, c'est énorme, faut avouer, c'est une première dans l'histoire de l'argent moderne, enfin, côté l'argent métal, bien évidemment, là-dessus. Donc on peut en parler en fin de vidéo, mais en tout cas, là, en premier lieu, écoutez, si vous pouvez mettre un petit like pour soutenir la vidéo, vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne, parce que vraiment, c'est toujours sympa d'avoir la chaîne grossir. Et puis j'en profite encore pour vous remercier tous pour vos likes, vos commentaires, vos soutiens même par MP et tout, c'est vraiment le top. Et voilà. Donc écoutez, c'est parti, si vous êtes chaud, on y va. Je commence avec le rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin Spot, comme vous pouvez le voir ici, et regardez-moi, cette semaine, on est en train de repartir à la hausse. Regardez, donc on a eu une semaine effectivement avec tous les flash crash, avec tous le sentiment de peur, parce que je vous rappelle qu'on est encore sur, vous savez, le grid index au niveau de la peur ou non, on est encore dans la zone peur pour le marché crypto. Donc on voit que là, on a eu vraiment une zone, donc qui était surtout la semaine dernière, donc où on était dans le rouge sur quelques jours. Et là, on reprend du poids de la bête depuis le 21 octobre. Alors, on a eu le 22 octobre où ça a été, de nouveau la panique. Mais en tout cas, sur les ETF Bitcoin Spot, c'était depuis le 21 octobre. La tendance est à la reprise des achats de la part des institutionnels sur les ETF Bitcoin. Donc, on voit que le marché repart là directement et que malgré la peur, malgré le sentiment mitigé sur la cryptosphère, etc., eh bien les institutionnels continuent vraiment d'acheter du Bitcoin. Et pour Ethereum, là on va voir, c'est pas pareil. Là c'est étonnant, enfin c'est marrant quand même à voir, que là la rotation de liquidité s'est refaite du côté altcoin vers Bitcoin. Donc on est en train de jongler, ça je constate depuis quand même quelques mois, entre une rotation de liquidité qui se fait de Bitcoin vers les altcoins, en tout cas sur les ETF, ça c'est sûr. Et maintenant, on constate de plus en plus, donc, rotation qui fait un cercle. En fait, on voit quand les bitcoins, il y a plus d'achats, eh bien, c'est des ventes sur Ethereum. Et quand il y a des achats sur Ethereum, c'est des ventes sur Bitcoin. Donc, on voit que, globalement, on a vraiment, en ce moment, en tout cas, et depuis quelques mois, eh bien, une dissonance entre les achats et les ventes sur ETL, les ETF, Ethereum et Bitcoin. Voilà, donc on n'a pas vraiment, vous voyez, de commune mesure, on va dire, c'est-à-dire quand le Bitcoin monte, l'Ethereum monte. Non. Là, en ce moment, c'est vraiment toujours à l'inverse, à l'opposition. Bon, mais après, voilà, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde pour les altcoins, etc. Non, ça veut dire que c'est justement encore une fois, les institutionnels ou les traders ou autres qui jouent avec la liquidité et qui font tourner cette liquidité en ce moment pour tirer des profits au fur et à mesure, en fait. Évident, surtout pour les institutionnels. Donc on voit que là, sur Ethereum, eh bien, ça a été quasiment l'inverse du Bitcoin, à part le 21 octobre, on a eu des liquidités sur les deux
actifs, et bien le reste, vous voyez, pendant que Bitcoin lui attire les capitaux, et bien Ethereum voit ses capitaux fuir ces ETF. Voilà. Ensuite, je passe à Solana, et là, Solana, bon, c'est tranquillement, hein, on va dire, mais sûrement, c'est le bébé qui monte petit à petit, parce que la semaine dernière, nous étions, souvenez-vous, à 380 millions de dollars de flux entrants, et là, nous avons dépassé la barre des 400 millions, parce que nous sommes à 413,6 millions de dollars de capitaux injectés dans les ETF Solana. Bon, donc là, globalement, quand je vois ça, je me dis, c'est pas très loin d'être la fuite de capitaux, ou d'être le bear market, ou la fin des haricots, comme on pourrait le voir un petit peu à droite à gauche, sur le marché crypto en général, en tout cas sur le marché institutionnel. Voilà. Donc après, maintenant, je vais passer aux articles. Vous savez, comme d'habitude, là, je vous présente un article de journalducoin.com, Bitcoin et ordinateur quantique, la dernière annonce de Google relance ce débat. Effectivement, en fait, Google a réalisé une avancée historique en informatique quantique avec son processeur Willow, exécutant un algorithme 13 000 fois plus vite qu'un supercalculateur classique. Donc on voit bien qu'on entre aujourd'hui dans en fait, l'ère de l'ordinateur quantique, de l'ère quantique, nouvelle révolution, technique en tout cas, et donc forcément ça va impacter le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors ils en sont encore très loin de pouvoir casser rapidement en fait, les systèmes de cryptographie, mais au fur et à mesure du temps, peut-être que dans 10, 20, 30 ans, effectivement, ça reprendra un danger pour les clés cryptographiques. Hein. Je vous rappelle que le Bitcoin, les crypto-monnaies, la blockchain fonctionnent en fait sur, comme ça porte son nom, en fait des clés cryptographiques. Bon, et donc si vous arrivez à décoder en fait ce code de cryptographie, et bien en fait vous accédez au fond derrière. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et donc, c'est pour ça que là, ça commence à s'organiser autour de la cryptosphère, en tout cas, les développeurs Bitcoin, développeurs Ethereum, etc. Et même, vous avez des portefeuilles, j'ai vu, Trésor, c'est-à-dire le concurrent de Ledger, qui a créé des clés, en fait, justement, spécifiques pour anti-quantique, entre guillemets. C'est-à-dire que des technologies quantiques sont en train d'être mises en place sur la blockchain, pour contrer, justement, cet aspect-là, cette nouvelle technologie qui est en train d'arriver. Donc, effectivement, tout ça, c'est vrai qu'on est quand même dans une ère, on voit que les nouvelles s'enchaînent contre le Bitcoin. On a eu le flash crash, on a la technologie, on se dit, bah, ça y est, le Bitcoin va être dépassé technologiquement, peut-être qu'il va disparaître à cause de la technologie quantique. Bon, donc c'est vrai que dans un narratif aujourd'hui, on se dit, bon, bah, il faut partir du marché crypto, il faut partir du Bitcoin, tout ça, ça va péter, bref, voilà. Et c'est à ce moment-là, généralement, qu'on voit, c'est l'inverse qui se produit, c'est qu'on a justement souvenez-vous quand tout le monde disait October, l'octobre normalement c'est Bitcoin qui devrait montrer, ça va exploser et tout. C'est l'inverse qui s'est passé, on a eu le pire flash crash de toute l'histoire crypto. Donc là on est en train d'arriver dans un consensus où presque c'est le bear market, c'est fini. Et je ne serais pas étonné que le Bitcoin fasse de belles surprises là sur la fin de l'année dans ce consensus parce qu'il nous fait l'inverse en fait de ce qu'on voudrait. Voilà, et là en plus vous avez ce genre de nouvelles, bon. Donc très intéressant, mais vous allez voir, vraiment c'est quelque chose aujourd'hui à vraiment prendre en compte, c'est le consensus général, et on voit que c'est l'inverse du consensus général qui se produit très souvent sur le Bitcoin, la crypto-monnaie. Alors, je vous invite à surveiller cet aspect-là, mais en tout cas, personnellement, moi je ne suis pas inquiet du tout pour l'aspect de technologie quantique. Alors ça va arriver vite, hein, peut-être entre 5, 10 ans, en même temps peut-être que l'intelligence artificielle, mais en parallèle, il y a déjà des travaux qui sont faits pour, justement, par les développeurs hein, sur le Bitcoin et tout, sur la crypto-monnaie, pour bloquer tout cet aspect-là et rendre plus sécurisés les blockchains. Bon, allez, je continue, donc là c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est-à-dire que là j'ai un article de Cointelegraph, un tweet, où il montrait qu'en fait, on a le pire mois d'octobre pour le Bitcoin depuis 8 ans. Oui, donc c'est pour ça. Et là, tout le monde s'attendait à ce que octobre, là, vous voyez, là, c'est le 1er octobre dans le rouge pour le Bitcoin, alors qu'on n'a eu que des mois de folie sur les 8 dernières années, en fait. Bon, donc c'est là où c'est intéressant vraiment d'analyser qu'aujourd'hui, alors soit déjà le cycle, c'est plus les mêmes qu'avant. Déjà, première chose, je vous le dis quand même depuis un petit moment, on n'est plus dans la même configuration depuis l'arrivée des institutionnels, on n'est plus sur les mêmes comportements exacts du Bitcoin, des crypto-monnaies, de toute façon on le voit avec les altcoins n'ont absolument rien fait sur ce cycle, pour l'instant en tout cas. Ça c'est presque pas normal si on suit l'historique passé des crypto-monnaies. Bon, et donc là c'est encore visible sur même l'aspect du October, qu'on appelle October, pas pour rien, ça doit aller vers le haut normalement. Et bien c'est pas le cas du tout, c'est même l'inverse.
Bon, donc là aussi, vraiment à surveiller, c'est un signal de plus, en fait, personnellement, qui me conforte dans le fait qu'on est plus du tout sur le même comportement. Là, je vous réfère à ma précédente vidéo de la semaine dernière, où je montrais un article avec Arthur Hayes, notamment, qui expliquait justement sa vision des choses, et j'étais plutôt d'accord sur beaucoup de points, sur pourquoi, comment, en fait, les cycles aujourd'hui des crypto-monnaies du bull run étaient plus du tout valables, dans le sens où, en fait, on n'a jamais suivi vraiment la courbe du halving. Vous savez, tout ce qui est l'aspect de halving, alors c'est important parce qu'il y a eu un aspect, une conséquence et des causes liées à ça ou liées au halving, parce qu'à l'époque, il y avait plus de bitcoins qui étaient impactés. Mais aujourd'hui, comme la majorité des bitcoins sont déjà en circulation, il y a de moins en moins d'impact, en fait, les halvings sur réellement les prix du bitcoin. Donc aujourd'hui, c'est plus vraiment le halving qui a un impact sur le bitcoin, sur les prix en tout cas, ce serait plutôt la liquidité et donc la masse monétaire mondiale qui, en fait, a toujours été des déclencheurs ou des tops de fin sur effectivement les prix du Bitcoin quand on analyse les courbes de la liquidité mondiale. Voilà, donc ça aussi c'est très intéressant à suivre. Et là, le comportement de la liquidité, la masse monétaire mondiale n'est plus du tout le même que par le passé. C'est pour ça, et en plus avec l'arrivée des institutionnels, et ben ça fait que effectivement on n'a plus les mêmes comportements économiques mondiaux et monétaires mondiaux en fait, ce qui impacte forcément les actifs du type Bitcoin et compagnie, même le S&P 500 et tout. Bon, allez, je continue toujours maintenant avec des articles de Coin Academy. Donc Bitcoin, la banque suisse Signum va lancer une plateforme de prêt garantie par des Bitcoins. Donc là, on est sur du collatéral, puisqu'on a la Signum Bank et la DBFi qui lancent le Multisig, la première plateforme de prêt Bitcoin multisignature alliant transparence, sécurité bancaire et autonomie crypto pour les investisseurs institutionnels. Bon, vous voyez, donc pendant que on a vraiment une panique là. On a carrément le Fair Grid Index qui est dans la peur. Que font les institutionnels? Eh bien, ils continuent d'avancer leurs pions dans le marché crypto et surtout dans le marché Bitcoin. Voilà, c'est édifiant quand même. Et surtout, c'est pas tout. C'est que là, voilà, là, je vous prends quand même le clou du spectacle. C'est qu'on a, alors, ça fait rêver quand même. Hein. Là, on a un tweet de Cointelegraph. Donc, JP Morgan, Chase Co. autorise désormais donc le Bitcoin et Ethereum comme collatéral pour les clients institutionnels. Mais là, on croit rêver. Alors, je rappelle que, juste en petite parenthèse, hein, JP Morgan, donc le PDG de JP Morgan, c'est Jamie Dimon. Ok, JP Morgan, c'est une banque qui brasse 4 trillions de dollars. Donc en gestion d'actifs, c'est bon, une des plus grosses banques mondiales, si ce n'est voire la plus grosse banque mondiale en termes de gestion d'actifs. Ok, et donc je rappelle qu'il n'y a pas loin de 5 ans, 10 ans, Jamie Dimon, donc le PDG de JP Morgan, déclarait qu'en fait le Bitcoin, c'était vraiment un actif qu'il fallait éviter, c'est pour les criminels, machin et tout. 5 ans plus tard, vous avez carrément la même banque, sa banque, qui autorise les institutionnels à utiliser le Bitcoin et Ethereum comme collatéral. Mais on croit rêver. Enfin, on se fout de notre gueule en fait, j'ai l'impression. Donc, on voit bien que plus le temps passe, et plus on comprend le Bitcoin, et plus les institutionnels comprennent le Bitcoin, plus ils créent des services et se jettent sur le Bitcoin, en fait. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est ça qui est édifiant. Voilà. Donc ça, au moment où tout le monde est en panique, là. Voilà, on a le Fair Grid Index qui est dans la peur. Bon. Allez, je continue, mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est très important de prendre du recul et de voir... que font les smart money en fait? Que fait l'argent intelligent? Aujourd'hui, ils achètent du Bitcoin, ils s'insèrent dans le Bitcoin. Voilà, pendant que le retail fuit le marché crypto parce qu'ils sont fait liquider malheureusement. C'est triste, hein, mais avec le flash crash, avec les perspectives que le Bitcoin, les cycles haussiers, baissiers soient terminés comme dans le passé, c'est plus la même chose, c'est plus le même comportement. Donc tout ça fait que ça déstabilise beaucoup de monde là. Mais ça, c'est voulu justement par la smart money qui est en train d'infiltrer en fait le marché crypto tout simplement. Et ensuite, je continue. Pourquoi? Personnellement, je reste bullish sur le Bitcoin parce que regardez, là on a tout en fait. On a un tweet de Will Flix qui montre tout simplement en fait le screenshot de bar chart. Ouais, donc ça c'est une analyse de bar chart très connue. Bon, si vous pouvez y aller, vous tapez bar chart, vous trouverez toutes les courbes en fait de tous les actifs existants sur Terre, quasiment, parce que c'est vraiment des spécialistes de l'analyse. Et donc là, vous avez le M2 Money Supply, donc alors US, hein, c'est pas le M2 Money Supply mondial, c'est le M2 Money Supply dollar, en fait. Et bien regardez, il a battu un nouveau record. Là, cette semaine, on est encore sur un nouveau record. Planche à billets maximale. Donc ce que je vous disais, c'est que quand on suit en fait la courbe, cette M2 Money Supply, on voit bien qu'il y a en fait aujourd'hui un problème avec la liquidité,
C'est-à-dire que les banques centrales, aujourd'hui, n'ont plus de limite. D'ailleurs, Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine, l'a très bien dit, il n'y a plus d'inflation transitoire. On est dans une inflation en fait permanente et les banques centrales aujourd'hui s'accommodent de ce nouveau phénomène qui est une première dans l'histoire où forcément leur politique monétaire a changé. Donc maintenant, ils font fonctionner la planche à billets quasiment tout le temps. On le voit bien avec maintenant les trillions de dollars qui sont imprimés tous les jours, hein, quasiment. Et donc, ça impacte forcément les actifs, puisque cet argent qui est imprimé, il ne se déverse pas dans l'économie réelle, dans l'industrie, tout ça. Non, il n'est pas utilisé pour ça. Il est inscrit directement dans les marchés boursiers, la crypto-monnaie, pourquoi pas l'immobilier, enfin. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose en train de se passer aujourd'hui. On est en train d'arriver à la fin du système, tout s'emballe, et du coup, c'est une fuite en avant vers l'impression d'argent. Bon, donc forcément, quand je vois ça, et qu'on atteint un nouveau record encore de sa masse monétaire, en fait mondiale, mais également donc du dollar américain, eh bien on sait qu'on va devoir forcément avoir une augmentation encore des prix du Bitcoin, parce que l'argent va se déverser dans les actifs à risque, donc, et pas que à risque, il y a également l'or, l'argent qui vont être impactés, bref, les valeurs refuges, bon. Voilà, donc ça c'est un autre signal qui me fait dire qu'on est très loin d'avoir tout vu là sur le Bitcoin, les crypto-monnaies. Ensuite, il y a un autre article très intéressant de Cointelegraph France qui déclare en fait que la Banque du Japon va-t-elle provoquer une explosion des prix du Bitcoin? Les analystes s'y préparent. Alors après, c'est ça, c'est à prendre avec prudence, hein, bien évidemment, c'est des hypothèses. Mais en fait, Arthur Hayes avait déjà prédit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 250 000 $ lorsque la Banque du Japon reviendrait à des politiques d'assouplissement monétaire. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous expliquais là, juste avant, mais là c'était pour avec le M2 Money Global, enfin un supply américain. Mais là, on parle du M2 Money Supply japonais, en fait, quelque part, dans l'article. Et donc, ce qu'il déclare, c'est qu'en fait, le nouveau Premier ministre du Japon, Sana Takeichi, donc, a annoncé mardi un ensemble de mesures de relance économique visant à atténuer l'impact de l'inflation sur les foyers. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, ils sont en train de vivre une inflation qui est pire que chez nous. Eux, ils sont à hauteur de 200% là, du PIB au niveau de la dette. Ils ont des gros problèmes au niveau économique, ils ont une inflation terrible. Et donc, justement, ils prennent des mesures où, en fait, ils vont inclure des subventions pour les factures, enfin, plein d'aides qui vont, en fait, entre guillemets, décrire des processus de création d'argent, d'impression de billets de yens, en fait. Donc, on est en train d'assister, là, si ça se confirme, hein, les mesures japonaises, on va assister donc à un nouveau record d'impression d'argent du yen japonais. Et donc, ça va très bien avec la masse monétaire américaine qui explose, la masse monétaire européenne, alors là j'en parle même pas, parce que nous on file notre fric à l'Ukraine en ce moment et aux autres pays. Alors, on donne même de l'argent aux Chinois, je crois, on a 300 millions d'euros, un truc comme ça. Enfin, nous on a tout compris, nous on dépense de l'argent qu'on n'a pas et on le donne aux autres. Bref, la gauche en pleine puissance quoi. Et donc pour continuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la Chine, qui elle aussi fait pareil, pour qu'ils subissent une déflation, la Chine c'est encore un autre problème économique, ils impriment de l'argent. Donc on a tout les pays là aujourd'hui qui sont en train de se dire on va imprimer de l'argent en masse et sans faire vraiment de pause. Voilà, donc ça veut dire que l'impression d'argent va exploser, la masse monétaire mondiale, le global money supply mondial va exploser, et donc cet argent va se déverser dans les actifs comme le Bitcoin, l'or, l'argent et le S&P 500. Voilà, donc voilà pourquoi je pense, et Arthur Hayes se dit très bien dans ses analyses, que du coup ça va impacter les prix forcément du Bitcoin, et lui il voit carrément un Bitcoin à 250 000 $ d'ici la fin de l'année ou peut-être 2026. Voilà, il n'y a pas de temporalité, je vois, dans ce qu'il a déclaré, mais c'est pas déconnant quoi, voilà. Et surtout qu'en parallèle, donc voilà, là je vous montre je ne l'ai pas montré la semaine dernière, du coup je vous le montre maintenant, c'est les réserves en fait de Bitcoin disponibles sur les plateformes exchange, toutes plateformes exchange confondues. Et là, regardez-moi ça, on a encore atteint un all-time low, c'est-à-dire un nouveau plus bas record sur le Bitcoin disponible dans les plateformes exchange en termes de réserves. Et regardez, on est désormais à un plus bas de, alors j'ai pas les chiffres, c'est 2,4 millions, à peu près 2,417 millions de Bitcoin disponibles sur les plateformes exchange, c'est-à-dire un nouveau plus bas de 6 ans. C'est-à-dire que même le précédent cycle du Bitcoin, quand on était au plus haut, souvenez-vous, en 2021, avec un Bitcoin dans les 50-60 000 euros, enfin dollars, nous étions
plus haut que ce que nous avons maintenant. Donc on est en train d'assister en temps réel à une crise en fait de liquidité sur le Bitcoin. Il n'y a pas assez de Bitcoin sur les plateformes exchange pour tout le monde. Enfin, tu vois, il y en a encore, hein. Il y en a encore assez. Mais on voit que plus le temps passe et plus ces réserves diminuent. Donc, vous voyez, et ça va très vite. Ça va très vite. On est passé en 3 ans. Donc là, on est janvier 2023. Regardez, en janvier 2023, nous étions... Enfin, 2022, pardon, le 4 novembre 2022, nous étions à 3 403 000 bitcoins disponibles sur les plateformes exchange. 4 ans après, 3-4 ans après, nous sommes à 2 417 000 bitcoins disponibles. On a perdu 1 million de bitcoins entre-temps sur les plateformes exchange. Ils sont passés où, ces bitcoins? Mais ils sont désormais dans les mains des institutionnels, des cold wallets, c'est-à-dire sécurisés ailleurs que sur les plateformes exchange, donc sur des clés Ledger, Trésor, enfin ce que vous voulez, mais du coup c'est des bitcoins qui sont censés être conservés sur le long terme. Voilà, et donc il y a 1 million de bitcoins qui ont été fumés en 4 ans. Voilà, sur les plateformes exchange. Voilà où on en est. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on est en train d'assister quand même à quelque chose d'époustouflant. Donc imaginez dans 10 ans où on en sera. Parce qu'en plus, entre-temps, nous sommes au début de l'ère de l'achat des bitcoins par les institutionnels. On voit bien que depuis 2024 que les institutionnels sont vraiment rentrés dans la danse. Donc imaginez en 10 ans l'état de ce que ce sera, le nombre de bitcoins disponibles, à la fois sur les plateformes exchange, mais à la fois même en termes général pour le commun des mortels. Parce que vous verrez que le bitcoin, en fait, ne sera disponible que pour les élites un jour. Ça, c'est quelque chose également que personnellement j'anticipe. C'est pour ça aussi que les institutionnels, ou même que Stratégie, ça de Michael Saylor, achètent un maximum de Bitcoin, quel que soit le prix, pour créer, il le dit très bien, hein, lui-même il le dit, pour créer une banque Bitcoin. Mais une banque Bitcoin qui sera réservée, en fait, on imagine très bien, aux élites. Voilà. Bon, donc je continue, et c'est pour ça que, vous voyez, c'est important quand même de prendre du recul, d'analyser un petit peu ce qui se passe, pour comprendre qu'au final, même si peut-être que sur le court terme, le Bitcoin n'avait pas encore chuté, hein, 20-30%, ok, mais si vous avez la possibilité de voir sur un peu plus long terme, moyen-long terme, en fait, le Bitcoin est destiné forcément à aller vers le haut, quoi. Voilà. Et à battre de nouveaux records, 150 000, 200 000, 1 million de dollars en 2030, parce que au final, il n'y aura pas de plafond sur le Bitcoin quand on voit ce qui se passe au niveau de la crise de liquidité déjà que ça s'actionne pour le Bitcoin. Bon, donc ce sera tout pour le Bitcoin, hein, les amis. Maintenant, j'ai passé à la suite, c'est-à-dire au projet crypto, et notamment à VeChain. Je continue avec VeChain, la fondation, et donc regardez, on a une annonce, ça y est, de nouveaux partenariats entre Lululemon et la fondation VeChain. Donc je rappelle que Lululemon, c'est quand même, malgré son nom, hein, un des gros pontes de l'e-commerce en Chine, donc c'est pour ça que c'est très peu connu, notamment en Europe. Et là où c'est très intéressant, c'est avec, en plus, c'est marrant que je fais le lien avec la semaine dernière de ce que je disais, c'est que on manque aujourd'hui pour VeChain d'annonces de ce genre de partenariat industriel ou commercial, hein, avec notamment de l'utilité réelle contre l'essence première de VeChain qui était de lutter contre la contrefaçon. Et donc là, ça y est, cette semaine, on y est. On a le retour de VeChain dans l'ère de l'industrie et des partenariats stratégiques. Donc ça, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, on sait que VeChain est un des projets crypto qui a d'énormes racines avec la Chine, qui est justement un des continents, un des pays les plus prometteurs, hein, effectivement, sur l'avenir au niveau des entreprises. Donc là, en fait, l'objectif, je vous rappelle, de ce partenariat entre la fondation VeChain et Lululemon, c'est tout simplement d'assurer, grâce aux outils de VeChain, à travers, vous savez, tout ce qui est les puces AirFeed, les codes barres et tout, d'assurer aux clients qui achètent des produits chez Lululemon à travers le e-commerce, d'avoir, à travers le code barre, la possibilité de savoir d'où viennent les produits et d'avoir vraiment la transparence et tout ce qui est l'authentification réelle du produit pour être sûr que c'est pas une contrefaçon. Tout simplement. Donc ça y est, c'est revenu là. On a VeChain dans la course de nouveau les amis sur cet aspect-là et je pense que ça peut tout exploser son passage la VeChain à l'avenir s'il se reconcentre sur ses partenariats stratégiques, surtout avec justement la plateforme VBetterDAO en parallèle et tout ce qui est le RWA sur la tokenisation des actions. Parce que je rappelle que là, VeChain, c'est vraiment leur force aujourd'hui, c'est la tokenisation des actions de la vie réelle à travers la plateforme VBetterDAO et en plus le RWA
en lien avec l'utilité de la vie réelle pour les entreprises au niveau de la lutte contre la contrefaçon. Voilà, allez, je continue. Donc tout ça se retranscrit effectivement sur la courbe d'adoption de l'écosystème de VeChain, puisqu'on est désormais à 13 763 000 nouvelles adresses, nouveaux portefeuilles sur l'écosystème de VeChain, et donc on voit qu'on a quand même 20 000 nouvelles adresses par jour. Alors, c'est vrai que c'est un peu baissé par rapport au momentum où on avait du 60 000, 70 000, même 100 000 nouvelles adresses par jour. Donc je pense que là, bon, ça se calme un peu jusqu'au prochaine bonne nouvelle. Allez, je continue. Donc là, sur les tokens, ça se voit que l'annonce de Lululemon, là, le partenariat de VeChain avec Lululemon a eu des effets puisqu'on a eu une hausse de 4000 nouveaux holders sur le token de VeChain comparé à la semaine dernière. Mais bon, ça reste loin, très loin du VTHO et du B3TR qui, eux, explosent minimum les 10 000, voire entre 5 et 10 000 nouveaux holders par semaine. Allez, je continue. Et enfin, la TVL de VeChain qui stagne en ce moment entre les 5 millions et les 6 millions de dollars, effectivement. Puisque regardez, on voit que depuis en fait l'explosion de la TVL de VeChain de 1 million à 5 millions, voire 6 millions là en début de rentrée scolaire, hein, eh bien on est désormais à 5,14 millions de dollars. Et la TVL sur le protocole Stargate, lui, est à moins 13,53%, puisqu'on a 118,15 millions de dollars. Et il y a eu un changement de moins de 13% sur un mois. Donc on voit que au final, la TVL, malgré, alors je rappelle, hein, qu'on dirait que là, c'est rien du tout la TVL de VeChain, que le projet est mort, mais je rappelle que ça ne prend pas en compte, cette courbe-là, le protocole de farm du projet Stargate, parce que vous voyez que là, c'est écrit noir sur blanc par DeFi Llama, les protocoles de farm ne sont pas comptés dans la TVL, dans la chaîne de TVL, alors qu'au final, la vraie TVL fondamentale de VeChain aujourd'hui, c'est 118 millions de dollars plus les 5 millions de dollars que vous avez là, c'est-à-dire dans les 123 millions de dollars, ce qui est très très loin en fait des 35 millions de dollars, le record qu'avait fait précédemment en 2021 lorsque les prix de VeChain avaient explosé littéralement à la hausse. Voilà, donc on voit qu'aujourd'hui la vraie TVL de VeChain, elle est quasiment à 10 fois la TVL précédente qu'on avait eue en 2021-2022. Voilà, donc projet toujours aussi prometteur pour VeChain, surtout s'ils arrivent à se reconcentrer, bien évidemment, sur les partenariats industriels, commerciaux, stratégiques. Allez, en tout cas, c'est bien parti pour VeChain. Allez les amis, je continue. Cette fois, je passe à le RWA financier et notamment avec Ondo Finance. Et regardez, donc là, c'est la courbe, tout simplement, que vous avez déjà montré la semaine dernière sur le site rwa.xyz. Mais là, je vous remontrerai cette courbe-là parce qu'on a des nouvelles intéressantes. Alors, déjà, on a le rappel qu'on est bien sur un RWA à 30 milliards de dollars hein, sur la blockchain. Et donc, on voit bien qu'on a une courbe qui est exponentielle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est en plus du top RWA blockchain qu'on voit ici, que vous avez déjà montré sur le rwa.xyz. Donc, on a bien Ethereum hein, qui a 431 fournisseurs de titres RWA et pour une total value de 9 655 millions de dollars. Mais là où c'est intéressant sur ce graphique surtout, c'est les top RWA de fournisseurs. Au final, eh bien là, on retrouve quoi? On retrouve BlackRock. BlackRock avec 2640 millions de dollars au final d'actifs de trésorerie en fait sur le RWA. Et donc ce qui est intéressant, c'est que BlackRock, qui utilise le fonds Buidel de Ethereum, je rappelle, sont les seuls quelque part gestionnaires d'actifs avec Franklin Templeton à être dans cette liste de top fournisseurs de RWA, de titres RWA sur le marché crypto. Et après, vous avez Anemoy qui est en deuxième position, Paxos, notamment leur fournisseur de stablecoin, Tether Holdings avec 944 millions de dollars, Exodus, alors Exodus, j'avoue, je ne connais pas, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, peut-être que vous connaissez. Et après, vous avez Ondo avec le OUSG. Et regardez, le Ondo OUSG, c'est 728,7 millions de dollars déjà de total value au niveau du RWA. Au côté, juste devant de Franklin Templeton. Donc on voit que Ondo, à travers le OUSG, est juste devant en fait, un des plus gros gestionnaires d'actifs mondiaux, Franklin Templeton, en termes de fournisseurs de RWA. Donc, Ondo Finance, aujourd'hui, est catalogué vraiment comme un ponte, déjà, actuellement, au même titre que les plus gros institutionnels mondiaux. Et c'est pas fini. C'est pas fini, parce que là, vous voyez, regardez, vous avez, à travers ce tweet, vous avez Ondo Finance qui déclare « To date », Ondo a tokenisé plus de 1,8 milliard de dollars de RWA. Bah oui, parce qu'en fait là c'est le Ondo OUSG, c'est-à-dire le Ondo du Global Market
qui est sur le OUSG, mais vous avez aussi le Hondo USDY sur les bons du trésor américain. Vous avez la Hondo Market, ça c'est pour les titres boursiers, et puis vous avez le USDY qui est pour les bons du trésor américain en fait. Voilà. Et donc le couplage, on est effectivement à plus de 1,8 milliard de dollars juste fournis par Hondo sur le RWA. Donc ça veut dire que si on fait l'addition de tous les services d'actifs de Hondo sur le RWA, en fait Hondo Finance est aujourd'hui juste derrière BlackRock avec 1,8 milliard de dollars de TVL sur le RWA. Juste derrière BlackRock en deuxième position. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même du projet de malade que c'est Hondo Finance quand on y pense. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire mieux hein, sur le projet Hondo Finance, surtout que si je continue, c'est pas fini. Hondo Finance, c'est quoi? En fait, il rappelle, hein, c'est la possibilité tout simplement de mettre sur la blockchain tout le marché américain, déjà pour commencer. Donc il parle également des chiffres de qu'est-ce que c'est le marché américain aujourd'hui en termes de chiffres mathématiques. Eh bien, c'est 28 trillions de dollars de bons de trésor américains, c'est 69 trillions de dollars d'actions boursières américaines et c'est 13 trillions de dollars d'ETF sur le marché américain. Donc, en fait, on parle déjà de plus de 100 trillions de dollars de potentiel de marché. Et c'est marrant parce que ça rappelle l'article de Journal du Coin de la semaine dernière que je vous ai présenté, qui présentait l'analyse de TD Cowen, hein, vous savez, l'entreprise de gestion d'actifs et d'analyse, qui disait que le marché crypto, grâce au RWA, pouvait atteindre les 100 trillions de dollars, c'est-à-dire les 100 000 milliards de dollars. Eh bien, on retrouve tout à fait ce chiffre-là à travers tout simplement le marché global des titres américains. Voilà, et donc Hondo, c'est vraiment le projet qui se veut justement mettre en place tous ces chiffres-là, ces trillions de dollars sur la blockchain. Voilà. Et donc quand on pense à tout ça, maintenant j'analyse la TVL, hein, je vais remontrer la TVL, regardez la TVL de Hondo Finance. Donc malgré la baisse, le flash crash qu'il y a eu, malgré la peur qu'il y a actuellement sur le marché crypto, la TVL de Hondo Finance ne fait que grossir, alors que les prix de Hondo Finance ne bougent pas, même sur la baisse. Donc ça les amis, c'est vraiment un projet. Pour moi, quand je vois les fondamentaux comme ça, quand je vois le narratif en plus du RWA qui est en train d'exploser en termes de momentum, quand je vois les institutionnels qui sont à fond dans le RWA, enfin, c'est évident avec les déclarations des PDG comme notamment Larry Fink, le PDG de BlackRock, même Jamie Dimon là, qui commence à s'y mettre, bon, le PDG de JP Morgan, on a vraiment quelque chose qui se passe sur le narratif du RWA, c'est l'avenir. Et quand je vois cette TVL en plus, on sait que la TVL, c'est forcément étroitement lié au prix. Donc, après, c'est pas toujours mathématique, c'est pas parce que la TVL monte à un moment que là, le reste doit monter, les prix doivent monter directement juste derrière, mais on voit qu'il y a quand même une corrélation de près ou de loin entre TVL et prix, tôt ou tard. Voilà. Donc, pour ça, je me permets quand même de vous montrer tout ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je vous rappelle que moi, je ne suis pas conseiller financier ni en investissement. Vous devez faire vos propres recherches. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a des gros fondamentaux quand même solides sur Hondo Finance. Voilà. Allez, maintenant je continue et je vais passer à un autre leader, hein, ponte du RWA, notamment sur les data, c'est Chainlink. Donc Chainlink a présenté son tweet là de la Road to SmartCon. Donc ça y est, il prévoit un événement là en fin d'année, donc le SmartCon, où ils réunissent en fait tous les nouveaux partenariats qu'ils ont mis en place cette année ou récemment, parce que je crois que c'est même en seulement 3 semaines. Vous voyez, ce que d'autres annoncent en une année, nous l'avons fait en 3 semaines. Et là, ils montrent en fait tous les partenaires qu'ils ont eu en seulement 3 semaines. Ils ont eu le SNB Global Weighting, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un énorme partenariat. Ils ont eu le partenariat avec World Liberty Financial, c'est-à-dire l'entreprise de Trump, donc quand même faut réaliser. Et donc ils parlent d'un marché de 2,7 milliards de dollars de supply en termes de stablecoin, qui du coup se base sur le réseau Aptos via le Chainlink CCIP, technologie Chainlink. Après, il parle du BNB Chain, c'est-à-dire que la blockchain de CZ, en fait, hein, le fondateur donc, de Binance. Ensuite, on a Mega ETH. Là, je vous annonce que quelques-uns des partenariats qu'ils ont fait en 3 semaines. Lido Finance, Jovay, OnTravelX, mais il y en a comme ça, il y en a au moins, je dirais, une trentaine qu'ils ont fait en seulement 3 semaines. Voilà. Donc, on voit que Chainlink, en termes de momentum, d'institution, d'attrait, ils sont en fait les seuls, c'est pour ça qu'ils ont autant de partenariats, ils sont les seuls à être comme ça sur la vérification des datas, des données, et être vraiment à un niveau institutionnel, au niveau de la régulation, au niveau de la technologie, etc.
Donc vous avez tous les gros pontes de la finance qui sont en train de demander en fait des partenariats avec Chainlink pour assurer les données. Et on sait que le big data, les données numériques, c'est un des plus gros marchés mondiaux en termes brouillard, parce que personne n'en parle en fait, très peu, qui sont vraiment au cœur des revenus des entreprises. C'est-à-dire que Google, Amazon, alors peut-être pas Amazon parce qu'ils sont sur le commerce, mais en tout cas Facebook, Meta et tout, le nerf de la guerre pour gagner de l'argent, c'est quoi? C'est les data, le big data. Voilà. Et donc la blockchain et Chainlink, qui assure justement la vérification des data à travers la blockchain et leur technologie spécifique, eh bien c'est les rois du monde justement dans ce marché du big data. Et on le voit très bien avec le momentum qui sont en train de grossir là sur leur partenariat. Et donc ça n'a pas que là, c'est-à-dire que là j'ai un article de investing.com, on voit Caliber, donc une entreprise, un institutionnel qui acquiert des jetons de Chainlink pour 2 millions de dollars afin d'étendre ses actifs numériques. Donc Chainlink fait un des rares projets où on a carrément des institutionnels qui aujourd'hui on le voit sont plutôt sur le Bitcoin, sur Ethereum, même Solana, mais qui malgré tout achètent également des projets comme Chainlink qui n'ont pas encore d'ETF. Vous voyez? C'est quand même pour vous dire la puissance de frappe de ce genre de projet même en termes d'utilité et de marketing en fait. Voilà. Donc maintenant je continue toujours dans les RWA les amis, vous avez compris c'est une folie ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais là, j'ai le tweet de Plume et je vais passer au projet Plume. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de l'accélération de l'écosystème du RWA-FI à travers Plume. Donc RWA-FI, c'est la finance en fait du RWA, très justement dit par le projet Plume. Et donc là, j'ai un tweet de House of Chimera qui fait tout simplement référence à l'écosystème du RWA qui est en train de grossir en fait, justement, et qui est en train de tout exploser sur son passage en fait. Voilà. Et donc là, on voit que tout ça, en plus, c'est des projets qui sont en train de se construire sur également Plume. Le projet Plume, comme vous pouvez voir ici. Et donc, on a tellement qu'au final, je ne pourrais même pas vous les lister, il me faudrait des heures pour vous déclarer tout ça. Donc, c'est quand même assez intéressant ce qui se passe, surtout que c'est des projets, donc Plume Hondo Finance, qui n'ont même pas 2 ans. Hein. C'est des nouveaux projets. Donc, pour vous dire à quel point le narratif RWA est extrêmement puissant en ce moment. Et en fait, c'est pas étonnant quand on voit les métriques, notamment sur les réseaux Plume, déjà pour commencer, on voit que tout est en train d'exploser là. C'est-à-dire que la semaine dernière, juste en RWA Asset Account, c'est-à-dire en fournisseur de titres RWA sur le réseau Plume, nous étions à 186 comptes RWA. Sachez que Ethereum, je vous ai montré, notamment dans le graphique de Hondo Finance, il a plus de 400 comptes de RWA. Sauf que Ethereum, c'est le plus gros réseau mondial. On le sait. Et donc, Plume, déjà, ils sont à la moitié d'Ethereum. C'est déjà très louable pour un projet qui a à peine quelques mois. Voilà. Mais là où c'est vraiment impressionnant, toujours pour Plume, c'est qu'ils sont à 268 906 holders de titres de RWA. C'est déjà plus, toujours, hein, c'est toujours plus de 50% en fait du total de RWA, de holders de titres RWA au niveau mondial, tout réseau confondu, en incluant également Ethereum. Assez incroyable. Et donc ensuite, le total de RWA value sur le réseau Plume est également en train d'exploser, puisqu'on a plus 50% quand même sur 30 jours. C'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Le réseau du stablecoin market cap a plus 15%. Tout ce qui est le marché des transferts de stablecoin, on a plus 20%. Tout ce qui est le marché, non, plus 44%, pardon. Tout ce qui est le marché du RWA, le transfert de volume du RWA, c'est plus 20%. Enfin, tout est en train de péter, tout simplement. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on regarde aussi, j'ai remarqué, on voit Anemoy. Anemoy, ils étaient en 2e position sur le graphique de Hondo Finance, souvenez-vous. Et en fait, c'est un des gros poids lourds actuellement hein, du fournisseur de titres RWA. Et donc là, ils sont directement inscrits, vous voyez, sur disponibles hein, sur le réseau de Plume notamment. Donc ils ont choisi Plume quand même comme réseau devant Ethereum pour allouer justement leur titre. Enfin, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe, quoi. Donc on voit que Plume a vraiment quelque chose qui attire les institutionnels également sur leur réseau. Donc là, après, je fais la référence avec le RWA, le Global Market Overview. Là, on a dépassé les 500 000 holders, effectivement, de titres de RWA. Et on voit que là aussi, tout est dans le vert. Absolument tout est dans le vert, là. Et on voit que la courbe, elle est exponentielle. Sur la value, total RWA on-chain, on est vraiment sur une courbe exponentielle. Assez incroyable.
Bon, donc pour vous dire vraiment, le marché du RWA aujourd'hui sur le marché crypto est vraiment en train d'exploser. Je ne serais pas étonné que ce soit vraiment effectivement le marché qui fasse exploser le marché crypto à l'avenir. Que ce soit en fait le narratif poussif de ce cycle. Je continue, cette fois je vais passer à Ripple et au XRP, et toujours dans l'aspect de RWA, mais cette fois, paiement transfrontalier, hein, vous connaissez. Et regardez cette folie également, ça y est, il a annoncé que Ripple a définitivement acquis, donc Heidenrode, hein, vous savez, c'est le broker, donc quand même des trillions de dollars d'actifs en gestion. Et donc là, écoutez, ça y est, Ripple a fait l'acquisition définitive de Heidenrode et l'a renommé du coup le Ripple Prime. Donc le Ripple Prime, en fait, c'est ça. C'est donc justement, vous voyez, une global multi-asset prime brokerage, c'est-à-dire c'est une plateforme qui va permettre aux institutionnels d'accéder à travers cet outil de Ripple, justement à plusieurs actifs numériques, voilà, de la finance moderne. Donc on parle d'un marché de 3 trillions de dollars, on parle de plus de 300 clients institutionnels, tout cela avec une conformité qu'on appelle le SOC 2 type 2, une régulation de conformité mondiale en fait. Voilà. Et donc si on revient là où c'est intéressant dans l'article, c'est surtout ça, c'est que là on voit que en 2-3 ans, en fait Ripple a fait l'acquisition de 5 gros poids lourds de la finance traditionnelle. Ils ont fait l'acquisition donc de Heidenrode qu'ils ont renommé donc Prime, Ripple Prime. Ils ont fait l'acquisition de G-Treasury, j'en ai parlé récemment, je crois que c'était la semaine dernière. Ils ont fait l'acquisition également de la plateforme Whale en août 2025, c'est tout ce qui est la plateforme de paiement de Stablecoin. Et enfin, ils ont fait l'acquisition également, souvenez-vous, en 2024 de Standard Custody et de Metaco également en mai 2023. Donc ils ont vraiment aujourd'hui une stratégie Ripple. On voit qu'ils n'ont pas fait des acquisitions comme ça au hasard, ils ont vraiment une stratégie derrière, c'est de en fait booster et d'accéder, de devenir un leader de la finance traditionnelle quelque part d'un côté, tout en étant un leader également sur l'aspect paiement transfrontalier RWA dans la finance décentralisée. Voilà. Et tout ça en mettant derrière le XRP et le RLUSD en avant. Puisque là, il dit très bien que le RLUSD est en train d'être utilisé comme collatéral pour en fait de nombreux prime brokerage. Donc c'est-à-dire que le Ripple Prime, le collatéral qui va être utilisé pour les actifs achetés sur cette plateforme, ça va être le RLUSD, le stablecoin de Ripple. Voilà. Et donc ils disent également il y a la place du XRP qui est totalement en vigueur, notamment tout ce qui est l'aspect de crypto custody de stablecoin, il sera utilisé en plus de ça le XRP. Voilà. Donc, on voit que là, l'avenir de Ripple et du XRP, c'est brillant, en fait. Tout simplement, on voit que tous les boulevards devant Ripple, il ne reste plus que la régulation, pas la régulation, le procès entre la SEC et Ripple soit définitivement clos, parce que je rappelle que le procès est clos dans le sens marketing du terme, mais sur le plan juridique, c'est pas encore terminé, parce que la juge Analisa Torres a déclaré que finalement, il y avait des vices de procédure, et donc il fallait qu'ils se mettent d'accord, mais autrement, donc il y avait des papiers à faire, etc. Donc c'est pas encore terminé définitivement l'histoire, mais en tout cas la SEC et Ripple se sont mis d'accord, on va dire oralement. Il reste des démarches à faire juridiques au niveau du papier. Enfin bref, on se croit en France là-dessus, mais c'est vrai que les États-Unis là-dessus n'ont pas l'air bien mieux lotis que nous en France. Allez, je continue, cette fois je vais passer aux actualités donc crypto. Les amis, j'ai commencé avec un premier article de journalducoin.com. Donc Coinbase dévoile Payment MCP, le protocole qui connecte l'IA au paiement crypto. Donc ça y est, le chaînon manquant. On sait que la recherche autour des paiements autonomes d'agents IA avance vite et Coinbase se positionne comme un acteur sérieux dans le domaine. Donc on voit bien que là, ça y est, on va arriver un jour. En fait, on voit bien que l'IA prend tellement de place dans le monde d'aujourd'hui que couplé à la blockchain, on va avoir quelque chose d'extrêmement puissant, parce qu'on aura des données, des datas qui seront fiables, notamment grâce à des projets comme Chainlink, mais en plus de ça, on pourra nous, en tant qu'utilisateurs, demander peut-être acheter un billet d'avion ou un billet de train, on pourra demander à faire un prompt en fait à l'IA pour qu'elle aille chercher, donc à comparer les meilleurs billets avec les meilleurs prix, les meilleurs conforts, etc. Et même à aller jusqu'à la transaction, à finaliser le paiement à travers cet agent autonome pour nous, à notre place. Voilà.
Donc même ça, c'est incroyable comme ce qui se passe. Ensuite, là, j'ai un autre article de cryptost.fr, licence Mika validée pour Revolut, blockchain.com et Relais. Donc là, ça y est, les instances de contrôle de l'Union européenne semblent accélérer la délivrance de licences Mika en cette fin d'année. En effet, ce sont désormais Revolut, blockchain et Relais qui sont autorisés à opérer définitivement sur le sol européen. Bon, ça c'est bien pour les utilisateurs notamment de Revolut. Je continue, cette fois je vais passer à Cointelegraph France. Crypto, l'USDT de Tether atteint 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc on y est. On voit bien que là, vous voyez, le marché des stablecoins, c'est pas pour rien que c'est un des plus gros mondes. C'est que vous avez bien un demi-milliard d'utilisateurs quand même à travers le monde qui ont utilisé, qui utilisent régulièrement le stablecoin USDT. Voilà, donc le PDG Paolo Ardoino qualifie cet événement de plus grande réussite de l'inclusion financière de l'histoire. Effectivement, et ça, on parle d'un stablecoin qui en fait n'est pas relié à une banque centrale. C'est là où vraiment on parle d'un exploit, quelque part. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe au niveau monétaire, on a la fin d'un système monétaire, donc le dollar, l'euro, gouverné par des banques centrales qui, en fait, on le voit bien, et je pense que les populations ont pris conscience de cet aspect-là, font n'importe quoi, ou alors n'ont pas les compétences, ou n'ont pas les moyens aussi d'assurer les choses. Et donc, en fait, tout le monde est en train un petit peu de perdre confiance dans les monnaies officielles des banques centrales et des gouvernements. Voilà. Et donc, c'est destiné vous savez, quand on perd la confiance en quelque chose, eh bien, on est forcément tenté d'aller ailleurs. Et c'est ce qui est en train de se passer, là, au niveau mondial, en fait. Donc, la crypto-monnaie est en train vraiment de pulvériser, quelque part, à travers les stablecoins, le bitcoin, etc., tout simplement les monnaies fiduciaires mondiales. Bon. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge pour tout ce qui est l'aspect d'économie globale dirigée par les banques centrales et les gouvernements. Ensuite, je continue. Alors là, c'est en lien, toujours de Cointelegraph France, mais c'est en lien avec ce que je vous disais pour Coinbase. Donc, bon, voilà, bientôt les achats automatisés grâce à l'IA et la blockchain, point d'interrogation. En fait, je vous ai déjà fait le speech tout à l'heure. Et ça, c'est un avis de Kevin O'Leary, c'est un investisseur qui a lui aussi le lien, en fait, entre l'IA et l'achat automatisé grâce à l'IA et la blockchain. Et sinon, ben, vous voyez, là, je vais passer après aux actualités économiques. Pour vous faire le petit résumé de ce que je pense aujourd'hui sur la crypto-monnaie aujourd'hui, je pense que nous sommes toujours en cycle haussier. Clairement, on voit que les données ont changé, notamment sur le Bitcoin, également sur les crypto-monnaies, puisqu'on n'a plus, les altcoins, je veux dire, parce qu'on n'a plus les mêmes narratifs qu'avant. 2021, c'était le narratif du métaverse, des NFT, tout ça. On voyait bien tout exploser à la hausse pour les NFT, etc. On est dans une bulle spéculative là-dessus. Aujourd'hui, on est sur une utilité réelle, en fait. On est sur le narratif du RWA. On n'a pas encore de hype dessus. Vous voyez bien que ce sont vraiment les métriques qui explosent avec des utilisateurs institutionnels surtout pour le moment, qui en fait se jettent sur ce narratif. Mais il y a un moment où on va avoir là aussi une hype et on va avoir quelque chose qui va se passer, je pense, j'en suis convaincu, parce que c'est beaucoup trop utile au final. Donc il suffit qu'on capte la moitié ou 10% ou un quart des traders mondiaux, qu'ils aillent tous, plutôt que de passer par les banques, machin et tout, ils passent par la blockchain et par des plateformes comme Ondo Finance, pour qu'on ait quelque chose d'exceptionnel qui se passe derrière au niveau de ces cryptos-là, et des narratifs crypto. Donc effectivement, je rejoins tout à fait aujourd'hui quand je vois ça, les propos de l'entreprise TD Cowen, qui disait qu'effectivement le marché crypto atteindrait les 100 000 milliards de dollars un jour grâce au narratif du RWA. C'est clair. Bon, donc voilà, il faut être patient les amis. Là, effectivement, on a une période où effectivement la crypto-monnaie corrige, mais pour moi c'est du court terme. Et je pense que sur le moyen long terme, ça va repartir à la hausse. Et il faudra par contre choisir vos crypto-monnaies avec soin, parce qu'effectivement, pas toutes les crypto-monnaies ne survivront, on va dire. Voilà. Allez, je continue. Donc là, passer aux actualités économiques plus globales. Ça fait longtemps que je n'avais pas abordé quelques sujets économiques en termes de nouvelles, hein, on va dire. Donc c'est l'occasion de recommencer. Et donc j'ai commencé avec un premier article de leséchos.fr. Donc dette publique, Moody's accorde un dernier répit à la France. Donc ils sont trop bons, Moody's. Puisque effectivement, je rappelle que l'agence de notation, donc il y a Fitch et S&P qui ont déjà dégradé la note de la France au niveau de la dette. Et donc là, on attendait Moody's, et Moody's a décidé
d'accorder effectivement un dernier répit à la France, mais avec une perspective négative. Donc ça veut dire, autrement dit, qu'il prévoit déjà de dégrader la note de la France dans les mois qui viennent si rien ne change. Et bien sûr, comme on sait que rien ne va changer, au contraire, ça va empirer, on connaît déjà le fin mot de l'histoire pour l'agence de notation. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas, mais le problème, ce qui est triste, c'est que forcément, ça va avoir des impacts. Tout ça va avoir des impacts sur la dette de la France, parce que je rappelle que plus vous dégradez la note de la France, et donc plus vous dégradez la note de la dette d'un pays, et moins les investisseurs étrangers ont de moyens ou de garanties en fait d'investir dans cette dette. Donc aujourd'hui, ces investisseurs étrangers, certains évitent la dette française désormais, et d'autres continuent d'y accéder, mais demandent plus de garanties. Donc vous avez les taux en fait qui explosent sur la dette française. C'est logique. Bon, allez, je continue. Cette fois, je passe à un article de latribune.fr. Donc, inflation à 3% aux États-Unis, les marchés parient sur une nouvelle baisse des taux. Donc ça, c'est positif, puisque effectivement, on a une baisse de l'inflation aux États-Unis, et donc ça va impacter la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Et donc, on devrait assister, effectivement, c'est logique, à une baisse des taux dans les mois qui viennent suite à cette nouvelle. Et donc, l'impact de la baisse des taux, c'est tout simplement un desserrement, un assouplissement de la politique monétaire de la part des Américains sur le dollar, et sur les crédits liés au dollar. Hein. Et donc, on pourrait avoir une nouvelle hausse de monnaie, de masse monétaire de la part des Américains vers tout ce qui est les actifs comme le Bitcoin, les Ethereum, l'or, l'argent, les actifs boursiers, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. Dans ce sens-là, c'est pas terminé et ça va très bien en plus avec ce que vous faisiez le lien avec le Bitcoin, notamment avec la masse monétaire mondiale, la masse monétaire peut-être japonaise qui va grossir et la masse monétaire du dollar américain qui, on l'a vu, elle est en train de battre toujours des records. Donc ça risque pas de changer parce qu'en plus on va avoir la baisse des taux directeurs et donc les Américains vont avoir plus d'argent à disposition et même de crédit à disposition pour dépenser tout ça dans les marchés boursiers et financiers. Allez, je continue. Cette fois, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait le point sur l'inflation française. Donc, pour ça que j'en profite, là, je suis sur le site de l'INSEE, comme vous pouvez voir ici. En septembre 2025, les prix à la consommation baissent de 1% sur un mois et augmentent de 1,2% sur un an. Donc, aujourd'hui, on voit que là, en fait, ce qui se passe, alors, c'est pas une baisse des prix, hein, je rappelle. Quand on dit une baisse de l'inflation, c'est une baisse de la vitesse d'augmentation des prix. Ouais, faut être un peu schizophrène en fait quand on y pense, hein, c'est vraiment ça. Et en fait, là, ce qu'on voit, par exemple, je donne l'exemple de l'évolution de l'inflation depuis 2014, on voit bien que depuis la guerre Russie-Ukraine, le Covid, tout a explosé en termes d'inflation. Ça veut dire qu'en décembre 2022, nous étions à une inflation UPCH de 6,7% en décembre 2022, c'est-à-dire une augmentation des prix de 6,7% à cette période. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Et depuis là, on est à une inflation IPCH de 1,1%, c'est-à-dire que sur une année, eh bien, on a une inflation de 1,1%, donc une augmentation des prix de 1,1%. Ça ne veut pas dire que là, on a baissé de 7% des prix, ça veut dire que l'augmentation des prix n'est plus de 7%, mais de 1% par an, en fait. Voilà, si on traduit vraiment avec précision ce qui se passe. Donc on voit bien que, c'est pour ça que je vous rappelle, hein, la nécessité d'investir. Puisque si vous laissez votre argent en banque, avec, imaginons, même si, soyons dans le meilleur des cas, nous sommes à 1,2% d'inflation par an. Allez, ça c'est le meilleur des mondes. Bon, on voit bien que c'est rare quand même quand on voit la suite des choses. Mais imaginons que vous ayez du coup de l'argent en banque qui vous rapporte seulement 0,5%, que je pense qu'aujourd'hui, il baisse de plus en plus les taux, les intérêts sur les livrets A, etc. Donc 0,5%, et bien ça veut dire que votre argent en banque vous rapporte moins au final que l'inflation. Donc vous perdez quelque part de l'argent, c'est-à-dire que votre pouvoir d'achat s'effondre au fur et à mesure du temps. Et donc là, si on fait le rapport de l'inflation cumulée sur 10 ans, c'est-à-dire depuis 2014, enfin 12 ans pour être précis, eh bien on est sur une moyenne d'à peu près 2% par an. Je fais une moyenne à peu près à la louche là, c'est-à-dire on doit être vers 2,5-3% d'inflation par an, cumulé je veux dire dans l'ensemble depuis 12 ans. Ça veut dire qu'on a fait entre 20 et 30% en fait d'inflation sur 10-15 ans, à peu près. Donc ça veut dire que si vous avez laissé par exemple 10 000 € en 2014 et que vous n'avez pas touché là depuis jusqu'à aujourd'hui,
et ben vos 10 000 euros, au final, ils ont baissé de 30% en valeur par rapport à la vie de tous les jours. Donc en fait, vous avez plus de 10 000 euros, mais vous avez peut-être 8 000, 7 000 euros réellement en banque si on fait le lien par rapport à votre pouvoir d'achat comparé à l'inflation, quoi. Donc c'est pour ça que vous avez une tripotée de tous les millionnaires, les milliardaires et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils investissent parce qu'ils savent très bien que pour garder leur pouvoir d'achat et pour même l'améliorer, eh bien, ils ont intérêt à investir. Donc dans tous les actifs. Donc vous avez les crypto-monnaies, désormais le Bitcoin, l'Ethereum, enfin tout cet aspect-là. Vous avez la bourse traditionnelle, donc le S&P 500. Vous avez l'or, l'argent, qui sont plus en valeur refuge, donc c'est pas l'objectif de gagner de l'argent, mais c'est vraiment l'objectif de stabiliser, c'est un bouclier défensif en fait, l'or, l'argent. Donc autre chose, notre stratégie à mettre en place. Et vous avez aussi l'immobilier et une pléthore d'autres actifs boursiers pour justement débancariser et aller plus vite que l'inflation. Voilà. Donc c'est pour ça que là je vous fais le switch, la transition vis-à-vis de l'or et notamment de l'argent. Et là on voit bien que, regardez, je suis sur donc Bullion by Post. Et donc on voit sur une période de 20 ans à un record absolu. Alors on a un peu baissé là sur la semaine, parce que je rappelle que la semaine dernière, hop je clique, nous étions à un record de 120 000 euros le kilogramme, 24 carats, c'est-à-dire 120, on est à 120, le record plus c'est 59 ou 77 voilà, euros le gramme sur le 24 carats, 100% d'or. Et aujourd'hui, là nous sommes ce week-end à 113,73 euros le 24 carats, le gramme. Donc il se passe en fait que là on a une correction quand même de quelques... Voilà, hein, de quelques pourcentages, d'au moins 8%, 6-8%. Et bon voilà, c'est là où on voit déjà ça crie au loup là. Ça crie déjà au secours, ça baisse l'or. Mais quand on fait une dézoom, enfin vraiment ça fait rêver quand même. Donc quand on dézoome, on voit que sur une période de 20 ans, l'or n'a jamais été aussi haut. C'est-à-dire que depuis 2024, en fait, l'or a fait quasiment un x2 là. Depuis 2024, l'or a fait 100% de performance en seulement 2 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'or. Et ça devrait interpeller. Donc ça veut dire que voilà, il y a deux hypothèses, hein, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais c'est soit on est sur un bull run, en fait, simplement de l'or parce que les investisseurs, les banques centrales ont perdu confiance au dollar sur le court terme et donc attendent que les événements se stabilisent pour tout simplement remettre après leur bille dans d'autres actifs. Donc c'est pour ça que l'hypothèse première qui est possible, c'est qu'on ait une grosse correction là, dans les semaines, les mois qui viennent, même qu'on repasse en dessous des 100 000 euros le kilogramme 24 carats, parce qu'en fait les événements, imaginons la guerre Russie-Ukraine s'arrête définitivement, qu'on ait une solution de paix également à Gaza, Palestine, Israël, qu'on ait le tarif douanier là, ça se calme un peu à ce niveau-là. Il suffit qu'on retrouve vraiment un semblant d'équilibre au niveau mondial pour que les investisseurs reprennent confiance et retirent leurs billes de l'or, parce que l'or, c'est vraiment l'ultime refuge quand on est inquiet. Bon. Mais après, la deuxième hypothèse, et moi je penche plutôt, je l'ai déjà dit la semaine dernière sur cette hypothèse-là, c'est que, ok, on a une correction court terme, parce qu'en fait, on a plus des traders là qui vont prendre leur profit sur l'or, etc., mais que sur le long terme, malheureusement, l'or va repartir, enfin, malheureusement, suivant la position dans laquelle vous le voyez, mais pour moi, si l'or repart à la hausse, ça veut dire que le système, en fait, s'effondre. Donc, pour ça, je dis malheureusement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit que les banques centrales, les populations ont totalement perdu confiance dans les autorités gouvernementales, dans les autorités bancaires, dans les autorités financières. Et donc, aujourd'hui, l'augmentation de l'or, moi, je ne l'associe pas uniquement à la géopolitique mondiale, je l'associe également à la perte de confiance des citoyens et des institutions dans le système monétaire, tout simplement. Donc, dans l'euro, le dollar, dans les dettes mondiales, parce qu'on voit qu'on n'a jamais eu autant de dettes, et également dans les moyens de levier d'action des banques centrales pour justement juguler tout ça. Donc, les banques centrales, d'ailleurs, le président de la Réserve fédérale américaine l'a très justement dit il y a 2-3 ans, il a dit que nous n'étions plus dans une inflation transitoire mais permanente. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'il a avoué que les banques centrales n'avaient plus de moyens en fait d'agir contre l'inflation. Jamais vu dans l'histoire, hein. C'est une première dans l'histoire qu'on avait dit ça. Je me souviens, ça avait fait un tollé à l'époque sur la place publique quand on avait fait cette déclaration, et à juste titre. Et donc aujourd'hui, on voit que tout le monde, et c'est pour ça que les banques centrales, je rappelle, hein, c'est une première depuis 30 ans, ont désormais plus d'or dans leurs réserves que de dollars.
C'est une première depuis 30 ans. Et il y a aussi tout l'aspect de changement de leader géopolitique, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un lead américain comme avant, on est désormais sur un lead aussi des BRICS. Donc à la Chine, la Russie, l'Inde, je rappelle que tout ce petit monde, hein, ils se sont alliés économiquement, on n'en parle quasiment jamais. Ils s'appellent les BRICS, pas pour rien. Et désormais, ils achètent massivement de l'or. C'est eux qui sont en train aussi de faire exploser les achats en termes de volume d'or, là. Voilà, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils visent à se dédollariser. Donc tout ça fait que pour moi, en fait, on arrive à la fin d'un monde monétaire, économique, puis en plus vous rajoutez à cela les crypto-monnaies avec les stablecoins qui prouvent que les citoyens se dirigent plus vers les stablecoins désormais que les monnaies fiduciaires comme l'euro et le dollar, pour créer un combo où en fait l'or peut corriger là, dans court terme, comme je dis, parce que les traders vont prendre leur profit, mais repartir à la hausse, et là ça va partir à 150 000, 200 000 euros le kilo, et en fait il n'y aura pas de plafond, parce que ça voudra dire que au fur et à mesure, l'euro, le dollar et toutes les monnaies fiduciaires s'effondrent en fait. Voilà. Bon, c'est ça, c'est ce que je vois venir, moi. Personnellement, c'est le scénario que j'envisage. Je peux me tromper. Encore une fois, je peux me tromper. J'espère aussi, parce que ça voudra dire que vraiment, ça va être le bordel. Et enfin, dernière information là pour la vidéo, c'est ça, c'est Discovery Alert, le Silver Shortage at the LBMA Export Critical Market Vulnerabilities. Ça, donc traduit, ça veut dire les pénuries d'argent, donc le métal, hein, à la LBMA, en fait, exploite des vulnérabilités critiques sur les marchés. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, donc ça, c'est Discovery Alert qui l'annonce, et donc le marché de la LBMA, c'est le marché mondial. La LBMA, c'est l'autorité quelque part, hein, je vulgarise, tout ce qui est en lien avec l'or et l'argent. Et donc, cette même autorité, cette même banque, entre guillemets, a annoncé effectivement qu'elle était en pénurie d'argent, métal. Donc, moi, ce que je vois venir, enfin, rien qu'avec ça, déjà, vous avez compris, il n'y a plus assez d'argent pour tout le monde. Bon, bah, vous avez compris que l'argent devrait exploser dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Pourquoi? Déjà, ils expliquent que tout simplement, cette pénurie est liée déjà à l'augmentation de la demande d'argent par les industries. Puisque contrairement à l'or qui est utilisé essentiellement 80% par l'aspect de valeur refuge, l'argent, lui, il est utilisé comme métal industriel, en fait. Donc, utilité, notamment dans l'armement, dans la transition énergétique, dans l'intelligence artificielle avec notamment les microprocesseurs, tout ça dans des marchés qui sont en énorme expansion et donc en demande de plus en plus forte d'argent métal. Et en parallèle, ben, les mines d'argent ont du mal à suivre la cadence et ne peuvent pas suivre la cadence. Donc c'est pour ça que c'est la première fois, en fait, depuis très longtemps, je crois même dans l'histoire, je me pose la question, hein, qu'on a tout simplement une pénurie d'argent métal sur le marché mondial. Voilà. Et à cela, ça je vous l'ai montré déjà il y a quelques semaines, il y a aussi le ratio or et argent qui est extrêmement haut. Et ça c'est une première dans l'histoire, que je rappelle que dans l'histoire des ratios or-argent, ça remonte déjà jusqu'à la 3200 ans avant Jésus-Christ, donc la civilisation ménès égyptienne, où on était à un ratio de 1 kg d'or qui équivalait à 3 kg d'argent. Et au fur et à mesure du temps, ce ratio a finalement commencé à grossir, pour atteindre, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, on était à un ratio de 1 kg d'or pour 15 kg d'argent, à peu près. Bon. Et là, aujourd'hui, on a un ratio de 1 kg d'or qui équivaut à 86 kg d'argent. Donc, logiquement, c'est du n'importe quoi là, ce qui est en train de se passer. Donc, logiquement, on devrait avoir ce ratio qui devrait se rééquilibrer. Et donc, je pense personnellement que si on atteint un ratio de 1 kg d'or pour 40 kg d'argent, déjà, ce sera pas mal. Donc, ça veut dire déjà un x2. Et là, je vous parle juste de l'équilibre en fait entre l'or et l'argent, en termes de perception et en termes d'achat. Voilà. Mais en plus, vous rajoutez en fait les pénuries d'argent sur le marché mondial. Bon, bah, vous avez compris que là, on se dirige vers une explosion nucléaire en fait de la valeur de l'argent, tout simplement, quoi. Et ça, j'en suis convaincu quand je vois ces événements. Voilà. Après, je vous donne l'information, vous en faites ce que vous voulez, encore une fois. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'on va assister, donc, dans les temps qui viennent, donc, à une explosion de l'argent. L'or, on va voir. L'or a déjà explosé, en fait, mais je pense qu'il va corriger d'abord un premier temps, puis repartir vraiment à la hausse toujours plus fort. Et bien sûr, le Bitcoin, pour moi, bah, il n'a pas encore tout donné. On va encore suivre une belle performance du Bitcoin à cause de la masse monétaire mondiale qui continue de grossir, la liquidité mondiale, etc. Bon. Donc, bon, c'est le bordel quand même, hein, faut avouer, quoi. On assiste quelque chose d'assez intéressant hein, en ce moment, hein, mais c'est
c'est sûr que c'est pas toujours facile à voir. Bon, donc sur ce les amis, bah écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, parce que plus on est de fous, plus on rigole. Et puis bien sûr, je vous remercie de soutenir également la chaîne par MP et tout. Ça fait super plaisir. Merci à vous, à ceux qui ont laissé des commentaires également, des likes et tout. Et puis sinon, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis voilà. À bientôt. Ciao.